Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 16 mai. L'Algérie appelle au 33e sommet arabe à Manama à remettre la question palestinienne en tête des priorités de la nation arabe. « 223e jour de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza. Le bilan des victimes s'élève à 35 272 martyrs et 79 205 blessés. Le niveau horrible du génocide commis par l'entité sioniste à Gaza, relevé par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Et puis coopération en Algérie, de nouvelles opportunités d'investissement sont explorées dans le cadre du partenariat euro-algérien pour l'investissement durable. Bonsoir à tous. Les questions les plus importantes liées à la sécurité de la nation arabe, en tête desquelles la question palestinienne et l'agression contre la bande de Gaza, au cœur des travaux de la 33e session du sommet arabe ce jeudi à Manama, au Bahreïn, avec la participation du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, en qualité de représentant personnel du président algérien Abdelmadjid Tebboune. D'ailleurs, dans une allocution lui en son nom par Ahmed Attaf, le président algérien a notamment réitéré les efforts consentis par l'Algérie en faveur de la question palestinienne depuis que le pays siège au Conseil de sécurité. Notre cause centrale a plus que jamais besoin d'une nation arabe unie et forte, dont elle est l'avant-garde et le premier porte-voix parmi ceux qui œuvrent à l'institution d'un État palestinien indépendant et souverain comme solution juste, durable et finale au conflit arabo-israélien. Dans ce sens, l'Algérie a œuvré depuis son adhésion au Conseil de sécurité en toute fidélité à permettre à la question palestinienne de retrouver son rang central comme le plus ancien dossier à l'ordre du jour de notre organisation internationale et comme principal dossier devant occuper la tête des priorités de la communauté internationale. Et toujours à propos de la question palestinienne, le président algérien s'est félicité à Manama du vote à la grande majorité à l'Assemblée générale de l'ONU en faveur de l'adhésion de la Palestine à l'organisation, appelant le Conseil de sécurité à en faire de même. De ce fait, nous saluons chaleureusement le mouvement grandissant vers la reconnaissance officielle de l'État de Palestine et le soutien croissant dont bénéficie le projet d'une adhésion pleine aux Nations Unies. La décision historique adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies depuis quelques jours afin qu'elle concrétise dans son contenu une vérité historique, cette vérité absolue dont la communauté internationale a enfin pris conscience. Nous appelons à partir de cette tribune le Conseil de sécurité à reconsidérer le dossier de l'adhésion de l'État de Palestine en guise de compensation aux opportunités manquées de rendre justice au peuple palestinien et d'accéder à ses droits. Et s'agissant d'autres dossiers arabes, Abdelmadjid Tebboune a évoqué la situation en Libye, au Soudan et au Yémen. La situation au Soudan et en Libye, frère, et également au Yémen, frère, ainsi que dans d'autres régions du monde arabe qui sont privées de sécurité et de stabilité, a également besoin d'un rôle arabe prépondérant qui contribue à éteindre le feu de la discorde entre les enfants d'une même patrie et éloigner d'eux les menaces et les dangers liés aux ingérences étrangères qui redoublent d'intensité. Et lors de son intervention devant les dirigeants arabes, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a de nouveau appelé à un cessez-le-feu immédiat et à un accès humanitaire sans entrave pour la population de Gaza. L'assaut sur Rafah est inacceptable. Cela provoquerait une nouvelle vague de douleur et de misère alors que nous avons besoin de davantage d'aide pour sauver des vies. Il est temps pour un cessez-le-feu immédiat et un accès sans entrave à toute la région de Gaza.
Et pour sa part, le président palestinien Mahmoud Abbas a regretté le manque de soutien financier international en direction du nouveau gouvernement palestinien. Malgré que ce gouvernement a été chaleureusement accueilli par le monde entier, aucun soutien financier ne lui a été accordé. Comme on pouvait s'y attendre, Israël continue de confisquer nos avoirs, ce qui nous place dans une situation très critique. Je vous le disais en titre, l'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza pour le 223e jour consécutif, avec au moins 4 nouveaux massacres commis durant les dernières 24 heures, faisant 39 martyrs et 64 blessés. Le bilan provisoire des victimes palestiniennes depuis le 7 octobre s'élève désormais à 35 272 martyrs et 79 205 blessés. Et aucune zone de la bande de Gaza n'est épargnée par les bombardements. À Jabalia, 4 citoyens, dont une femme enceinte, sont tombés en martyrs et d'autres blessés ce jeudi lors d'un raid lancé par un avion militaire de l'entité sioniste qui a ciblé une maison dans la zone d'El Falouga, dans le camp de réfugiés de cette ville située au nord. Les forces de l'occupation ont aussi bombardé le cimetière du même camp. Et de son côté, la résistance palestinienne multiplie les fronts et de riposte, notamment à Jabalia. Les pertes humaines dans les rangs de l'ennemi sont conséquentes. Aujourd'hui, seulement 5 soldats sionistes ont été éliminés. Kherdim Bataj. Jabalia, au nord de Reza, transformée en un paysage de désolation. La ville connaît depuis quelques jours une nouvelle escalade sur fond de bombardements et de raids opérés par l'armée d'occupation, alors que les Palestiniens déplacés et traqués de manière massive et inhumaine tentent d'y revenir au péril de leur vie. C'est dans ce contexte que les opérations de la résistance palestinienne s'organisent pour contrer l'ennemi. Sur le plan militaire, les valeureux résistants palestiniens des brigades Al-Qassam, entre autres, démontrent toute leur capacité à riposter aux attaques sionistes. Au moins 5 soldats israéliens ont été éliminés lors des combats, de l'aveu même de l'armée sioniste qui ont fait l'annonce aujourd'hui. Hier, les brigades Al-Qassam ont annoncé à leur tour avoir neutralisé 12 membres de l'armée d'occupation à Rafah, où les opérations d'invasion terrestre se poursuivent dans plusieurs zones de la région frontalière avec l'Égypte. Plus récemment, la résistance palestinienne a réussi à éliminer 3 soldats israéliens et à en blesser 2 autres par des roquettes tirées par la branche armée du Hamas autour de Karam Abou Salem. Au total, entre 600 et 700 soldats de l'armée d'occupation ont été tués, parmi lesquels des hauts gradés, et près de 7000 ont été blessés dans les opérations d'invasion terrestre et les confrontations qui les ont opposés aux différentes branches de la résistance palestinienne, selon des sources sionistes. Un chiffre auquel beaucoup d'experts militaires n'accordent pas beaucoup de crédibilité et avancent des chiffres bien plus importants en ce qui concerne les pertes humaines dans les rangs de l'ennemi. Et à Rafah, à l'extrême sud de la bande de Gaza, au moins 5 Palestiniens sont tombés en martyrs après le bombardement par les forces de l'occupation d'une maison dans la région d'El Hosseinet, à l'est. D'autres habitations du quartier d'El Nasser, déplacées du nord vers le sud, puis maintenant du sud vers le nord. Des familles entières se retrouvent aujourd'hui complètement décimées. Sohila Akilal. Il y a quelques mois, Afaf Al-Halqawi avait perdu 10 membres de sa famille, dont ses enfants et ses petits-enfants, suite à une frappe sioniste.
Aujourd'hui, la mort a encore frappé à la porte de cette mère courage qui doit faire ses adieux à un autre de ses fils et à son mari. Ils ont bombardé notre maison au début de l'agression. 10 personnes ont été tuées. 4 d'entre elles étaient mes neveux. Les autres, c'étaient mes fils, leurs épouses et mes petits-enfants. Aujourd'hui, ils ont tué mon fils et mon mari. Mon fils était beau comme la lune. Il illuminait la maison. Il est allé rejoindre sa femme. Cette énième frappe sioniste sur Rafah aura coûté la vie à 5 Palestiniens. Des martyrs que les proches ont à peine le temps de pleurer. Des familles endeuillées à qui on ne laisse aucun répit. La roquette a atterri entre moi et le jeune qui m'accompagnait. Que pouvons-nous dire? Ils ne veulent voir personne dans les rues, ils veulent nous détruire. Ils veulent détruire toutes nos capacités. Ils ne veulent pas nous voir marcher. Depuis plus de 7 mois maintenant, les habitants de Reza vivent au rythme des bombes sionistes, des blessures de guerre, des corps mutilés, des effusions de sang, des déplacements forcés, de la famine et de la précarité la plus absolue. Reza est une zone de guerre où la vie humaine est massacrée. Et selon l'UNRWA, 600 000 personnes ont fui la ville de Rafah dans le sud de Gaza depuis l'intensification des attaques sionistes. Environ 1,7 million de personnes ont dû fuir leurs maisons et leurs abris à cause de cette agression, pour la plupart à plusieurs reprises. Et en Cisjordanie, occupée cette fois, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs, abattus par l'armée sioniste à Tulkarem. Au nord, le raid de l'armée sioniste a également fait plusieurs blessés. Par ailleurs, l'armée de l'occupation a abattu un jeune Palestinien à Naplouse. Au moins 502 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, occupée depuis le début de l'agression contre la bande de Gaza par les forces sionistes. Autre chiffre à retenir, selon le Croissant Rouge palestinien, plus de 15 000 enfants sont tombés en martyrs depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Gaza. Le Croissant Rouge palestinien qui a précisé que la plupart des 114 000 martyrs et blessés palestiniens étaient des enfants et des femmes, soulignant que 10 000 personnes étaient encore portées disparues. Le chef du bureau politique du mouvement palestinien Hamas, Ismaël Haniyeh, a affirmé que le mouvement de résistance palestinien déciderait avec d'autres factions palestiniennes de la gouvernance à Gaza après la guerre génocidaire avec l'entité sioniste. S'exprimant à l'occasion du 76e anniversaire de la Nekba, Haniyeh a accusé l'entité sioniste de mener les négociations dans l'impasse, avec notamment l'intensification de son agression sur Rafah. L'immobilisme de l'ennemi, ses tentatives répétées de miner la position des factions de la résistance, son refus de faire face à l'approche flexible adoptée par le mouvement Hamas au cours des derniers mois, son insistance à poursuivre l'occupation du point de passage de Rafah et à étendre les combats à Rafah et à d'autres zones ont fait que le sort des négociations dans leur intégralité soit inconnu. Je vous en parlais en titre, le génocide commis par l'entité sioniste à l'encontre du peuple palestinien a atteint un niveau horrible. C'est ce qu'a déclaré notamment ce jeudi devant la Cour internationale de justice l'Afrique du Sud, qui demande aux juges d'enjoindre à l'occupant sioniste de cesser son incursion à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. C'était lors d'audience à la CIJ demandée par Pretoria pour faire pression en faveur de mesures provisoires supplémentaires contre l'occupant. Neila Hamouda. Et c'est reparti. L'Afrique du Sud se tourne de nouveau vers la Cour internationale de justice, cette fois-ci pour protéger Rafah contre les velléités sionistes. La CIJ tient aujourd'hui et demain les audiences à la demande de Pretoria d'enjoindre l'entité sioniste de retirer son armée et de cesser immédiatement son opération terrestre à Rafah, une opération qu'elle a qualifiée de génocidaire menaçant la survie de 1,5 million de Palestiniens.
Le génocide d'Israël se poursuit, intensifie son rythme et atteint un nouveau stade horrifiant. Israël a cherché à cacher ses crimes par l'instrumentalisation du droit humanitaire international. Cette demande formulée pour la 3e fois depuis décembre dernier vise à obtenir des ordonnances contraignantes pour l'entité sioniste, notamment un cessez-le-feu permanent à Gaza. L'occupation sioniste est tenue de prendre toutes les mesures efficaces pour permettre un accès sans entrave à l'enclave aux travailleurs humanitaires ainsi qu'aux journalistes et aux enquêteurs. D'adopter toutes les mesures effectives afin d'assurer et de faciliter l'accès sans entrave de Gaza aux Nations Unies et autres agents engagés en la fourniture d'aide humanitaire et d'assistance envers les populations de Gaza, ainsi qu'à des commissions d'enquête, des organes internationalement mandatés et ou à des agents, enquêteurs et journalistes afin de pouvoir évaluer, enregistrer les conditions sur le terrain à Gaza. Pretoria demande également à la CIG de veiller à ce que l'entité sioniste fasse un rapport sur les mesures prises pour respecter les ordonnances. Pour rappel, l'Afrique du Sud a déjà accablé l'entité sioniste d'un chapelet d'accusations. En janvier dernier, la Cour a appelé l'entité sioniste à éviter tout acte susceptible de conduire à un génocide et à faciliter l'accès humanitaire à Gaza. Quelques semaines plus tard, l'Afrique du Sud a demandé de nouvelles mesures, soulignant l'annonce par l'entité sioniste de son intention de lancer une attaque contre Rafah, mais le tribunal a noté que Rafah fait partie de l'enclave de Gaza. Une requête déjà prise en charge dans le cadre de la première plainte déposée par Pretoria. Les arrêts et les ordonnances de la Cour internationale de justice sont des mesures contraignantes, du moins en théorie, et sans appel pour l'entité sioniste. Une entité qui balaie d'un revers les décisions de toutes les instances internationales, aussi importantes soient-elles. Dans l'actualité également de ce jeudi, le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination défendu par l'Algérie à Caracas. C'était lors du séminaire de la décolonisation de l'ONU. La délégation algérienne y est conduite par l'ambassadeur de l'Algérie à l'ONU, Ammar Benjama, qui a déroulé dans son discours une batterie d'arguments juridiques, politiques et de faits historiques imparables, replaçant le débat sur le Sahara occidental dans son cadre originel, celui d'un processus inachevé de décolonisation, les faits exposés par l'ambassadeur Benjama étant têtus et irréfutables. Ils ont eu pour effet de déboussoler complètement le représentant du Maroc, Omar Hillel. Celui-ci s'est, dans sa réaction, hasardé à faire le grand déballage habituel de non-sens, mensonges et contradictions, en réaction par deux fois. Dans le cadre de l'exercice du droit de réponse, l'ambassadeur Ammar Benjama a fait observer que le représentant marocain qui lui reprochait d'avoir fait le déplacement de New York, abandonnant ses responsabilités envers la Palestine en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, n'aurait pas dû emprunter ce chemin sinueux. Au Burkina Faso, cette fois, les assises nationales se tiendront les 25 et 26 mai prochains. Dans un communiqué, le ministère de l'Administration, du Territoire et de la Sécurité ont convoqué les forces vives de la nation afin de statuer sur la suite à donner au processus de transition qui prend fin le 1er juillet prochain.
Et au Soudan, environ 9 millions de personnes ont été contraintes de se déplacer vers d'autres régions soudanaises ou vers les pays voisins, selon la représentante résidente et coordinatrice humanitaire des Nations Unies au Soudan, Clémentine Anne Kweta Salami, et ce après plus d'un an de conflit. Allez, direction la Tunisie à présent, où le président tunisien Kais Saied a dénoncé ce jeudi les ingérences étrangères inacceptables émanant de certains pays occidentaux et ordonné au ministère des Affaires étrangères de convoquer dès que possible les ambassadeurs d'un certain nombre de pays étrangers pour leur transmettre sa vive protestation contre une ingérence flagrante et inacceptable dans les affaires intérieures tunisiennes. Il faut convoquer dès que possible les ambassadeurs de certains pays et les représentants de certaines organisations Tunisie et transmettre une vive protestation considérant que ce qu'ils font est une ingérence flagrante et inacceptable dans nos affaires intérieures. Allez, parlons coopération en Algérie, où de nouvelles opportunités d'investissement sont explorées dans le cadre du partenariat euro-algérien pour l'investissement durable. Cela a fait l'objet d'une rencontre à Alger entre le ministre algérien de l'Industrie et de la production pharmaceutique, Ali Aoun, et une délégation de l'Union européenne emmenée par Thomas Eckert, ambassadeur de l'Union européenne en Algérie. Je voudrais rappeler que l'Algérie a toujours été un partenaire fiable et sûr en matière d'approvisionnement en hydrocarbures, notamment de gaz naturel, en fournissant à l'Europe plus de 11% de ses besoins. Au plan commercial, l'accord d'association a fait de l'Union européenne, depuis plusieurs années, le premier partenaire commercial de l'Algérie. Selon les données de la douane algérienne, pour les 11 premiers mois de 2023, les échanges entre les deux parties ont atteint le montant de 46,5 milliards de dollars. Ensemble, nous travaillons dans un esprit gagnant-gagnant. Depuis quelques années, l'Algérie et l'Europe ont exprimé des attentes économiques ambitieuses. Du côté algérien, l'objectif principal était d'attirer un maximum des investissements directs de l'Europe à travers l'accord d'association. Pour les Européens, la zone de libre-échange sans obstacle commercial était au centre d'intérêt. Il est temps de réaliser nos attentes dans les deux domaines, investissement et commerce. Dans l'actualité aussi, l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée a décerné son prix d'excellence au président algérien Abdelmadjid Tebboune en reconnaissance du rôle humanitaire et solidaire de l'Algérie envers la Tunisie dans le cadre de la lutte contre les retombées de la pandémie du Covid-19. Cela s'est fait en marge des travaux de la 18e session de l'Assemblée générale de l'APM à Braga, au Portugal. Et puis les présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine ont défendu ce jeudi à Pékin l'axe Pékin-Moscou comme un facteur de stabilité et de paix dans le monde. C'était lors d'une rencontre justement dans la capitale chinoise sur fond de tensions autour de l'Ukraine. Pékin, où les dirigeants ont signé un communiqué commun pour approfondir le partenariat stratégique global sino-russe. Le point avec Safwan Ben Sabri. Le président russe est arrivé en Chine pour une visite d'État de 2 jours, une visite particulièrement scrutée qui arrive après la tournée de Xi Jinping en Europe dans un contexte international particulier. Il s'agit du premier déplacement du chef d'État russe à l'étranger depuis sa réélection à la tête du pays, soulignant l'importance de Pékin pour Moscou. Par ailleurs, après sa réélection en mars, Xi Jinping avait lui aussi choisi Moscou comme destination pour sa première visite à l'étranger post-réélection. Sur le point de quitter le Kremlin, Xi Jinping avait dit à Vladimir Poutine qu'ensemble, ils réalisaient des changements inédits depuis 100 ans. Les présidents russes et chinois font preuve d'une volonté d'afficher leur proximité réciproque sur le plan politique et diplomatique. Concernant le dossier ukrainien, les deux chefs d'État ont accordé leur violon.
J'informerai le président de la République populaire de Chine de la situation concernant la crise ukrainienne. Nous sommes reconnaissants à nos amis et collègues chinois pour les initiatives qu'ils mettent en œuvre afin de résoudre ce problème. Les deux parties s'accordent à dire qu'une solution politique à la crise ukrainienne est la bonne direction à prendre. La Chine espère que la paix et la stabilité seront rapidement rétablies sur le continent européen et continuera à jouer un rôle constructif à cette fin. Ces déclarations interviennent au moment où l'armée russe effectue une percée sur le front ukrainien, gagnant plus de 278 km². Depuis le début du conflit en Ukraine, Poutine et Xi se sont vus 4 fois, alors que le bloc occidental ne cesse de faire appel à Pékin pour faire pression sur la Russie concernant le dossier ukrainien. Une stratégie occidentale qui n'est pas payante. Pour Xi Jinping, l'axe Moscou-Pékin est un facteur de stabilité et de paix dans le monde, ce qui contraste vivement avec le narratif occidental, accusant la Russie et la Chine d'être des menaces pour la stabilité. Voilà, et ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.